Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Chloé et je voudrais commencer par une question. Combien de fois est-ce que vous êtes arrivé dans du code source et vous vous êtes demandé mais pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué et qui a fait ça? Il y a des situations comme ça qui changent notre façon de voir les choses. Et moi, c'est arrivé sur le développement d'un simple plugin WordPress. C'est un projet que je considérais comme très modeste. Je récupérais des événements et puis je les affichais. J'ai remis le code une fois que je l'avais terminé à l'intégratrice. Elle avait plus de 15 ans d'expérience, beaucoup plus d'expérience que moi. Et ce qui m'a marqué, c'est son regard. Elle m'a dit, en récupérant le code et après l'avoir lu, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit mais Chloé, ton code, c'est de la poésie en fait. Bon, c'est une remarque qui m'a beaucoup touchée, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là parce qu'elle a suscité une prise de conscience importante pour moi. En fait, mon code était très simple. Ce qu'elle m'a dit, c'était pas lié à un algorithme complexe, à quelque chose de révolutionnaire ou d'innovant, mais il avait une qualité que j'avais sous-estimée. Il était maintenable, il était basé sur un socle technique très solide, il était testable, c'était facile de contrôler les effets de bord, il était évolutif, on pouvait intégrer les besoins business, et surtout, il avait une capacité à refléter le métier. Ces qualités, elles n'étaient pas liées à une maîtrise surhumaine non plus du développement. Mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais appliqué de façon simple et rigoureuse des patterns de conception. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Comment est-ce que grâce à des principes relativement accessibles, il est possible de transformer la manière dont nous écrivons du code, mais aussi la manière dont il est perçu par nos pairs? Parce que je suis convaincue qu'écrire un code maintenable et évolutif, c'est offrir à soi et aux autres un socle solide sur lequel évoluer et intégrer les besoins business futurs. Ma conférence s'appelle « Quand le code devient poésie », mais pour être honnête, je ne sais pas écrire de poèmes. Donc je vais essayer de rendre ça un peu plus interactif. Et je voudrais vous poser 2-3 questions. Je voudrais que vous répondiez à main levée. Vous êtes OK? Qui parmi vous est développeur ou développeuse? Parce qu'exceptionnellement, on est plus nombreuses. Je vais essayer de parler au féminin. OK. Pour celles d'entre vous et ceux d'entre vous qui sont expérimentés, je vous propose de confirmer ou de renforcer ces connaissances en architecture hexagonale et en domaine driven design. Petit disclaimer, si vous maîtrisez déjà ces concepts-là, vous risquez de vous ennuyer. Parmi ces développeuses, est-ce qu'il y en a qui sont issues d'une reconversion professionnelle ou qui sont en reconversion professionnelle actuellement? Ok, sachez que cette conférence, elle a été construite avec des femmes issues de reconversion professionnelle. Ce qu'on a remarqué, c'est que c'est des formations très intenses et très courtes, et on n'a pas le temps d'aller explorer des concepts avancés comme l'architecture logicielle. Donc le but ici, c'est d'aborder ces concepts-là de façon relativement accessible, et puis de vous permettre au moins de les comprendre. Et puis ensuite, vous pourrez aller plus loin grâce aux 2 petits cadeaux que je vous ai préparés à la fin. Et enfin, qui encadre toutes ces personnes? Est-ce qu'il y a des managers, des RH, des chefs de projet? Le problème en tant que dev, c'est qu'on est très technique. Donc on a du mal à vulgariser, on a du mal à rendre ce qu'on fait accessible. Et puis du coup, on a du mal à se comprendre. Vous avez du mal à nous comprendre et on a du mal à vous comprendre. Les méthodes qu'on va aborder ici, elles permettent de parler un langage commun et de se comprendre, donc de permettre aux développeurs de comprendre votre métier et vous de mieux les comprendre dans leurs contraintes. Pour créer du beau code, on n'a pas besoin d'utiliser tous les design patterns. 1 ou 2 peuvent suffire, et je vous propose de commencer par le domaine driven design dans un premier temps, parce que selon moi, c'est une clé pour structurer un code clair et cohérent. Dans un second temps, une fois qu'on a toute la théorie, je vous propose de passer à la technique, ou en tout cas à la théorie technique avec l'architecture hexagonale. Et normalement, à la fin de cette partie, vous allez me dire c'est cool, mais on n'a toujours pas vu de code. Donc pour la dernière partie, je vous propose d'aller mettre les mains dans le code et de passer à la pratique. Et puis à la fin, je vous ai préparé 2 petits cadeaux, mais j'en parlerai en conclusion. Il y avait un dernier disclaimer, mais j'avoue qu'avec le stress, je crois que je l'ai oublié. Si dans la dernière partie, il y aura beaucoup de code, et je vous déconseille d'essayer de tout lire, je vous conseille plutôt de vous concentrer juste sur les parties qui sont en couleur. Pour être sûr qu'on part tous sur le même pied, je voudrais être sûr que tout le monde sache ce que c'est qu'un design pattern, parce que je vais beaucoup en parler. Un design pattern, c'est une solution standardisée et prouvée pour résoudre des problèmes récurrents de conception. Bon, en fait, c'est une façon de dire qu'un design pattern, c'est des designs et des principes de conception qu'on a mis en place parce qu'on a remarqué que c'était facile de résoudre des problèmes techniques avec des patterns et qu'on pouvait normaliser ça. Donc, en fait, c'est des bonnes pratiques de conception pour résoudre certains problèmes techniques.
Tout au long, on va passer ensemble, je vais illustrer mes propos avec un exemple. Et on va partir du principe qu'on travaille pour une entreprise qui vend des chaussures en ligne. Nos chaussures, elles s'appellent High Shoes. Et notre slogan, c'est pas beau, mais c'est pratique. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on revienne sur le stéréotype des développeurs. On aime bien l'imaginer dans sa chambre, dans le noir, avec du café partout, et puis du Red Bull en intraveineuse. On est d'accord qu'on ne va pas développer des bons logiciels comme ça. Pourquoi ? Parce que entre ce que le client nous exprime, ce que le développeur a compris, comment le commercial nous a exprimé, et en fait ce que le client avait vraiment besoin, il y a un monde. Il y a toujours un monde. C'est ce qui m'amène au domaine Driven Design. Le domaine Drive Design, c'est un concept qui a été introduit en 2003 par Eric Evans dans son livre Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software. Et c'est de ça dont on va parler. Ce qui nous amène à notre premier chapitre. Je vais beaucoup parler de domaine et de logique métier. Le domaine et la logique métier, c'est comprendre ce que l'entreprise fait et comment elle le fait. Le domaine métier, c'est tous les éléments de la réalité qu'on va chercher à modéliser. Dans notre exemple, si on travaille pour notre boutique de vente de chaussures en ligne, on va avoir les chaussures, les commandes et les clients. Et ensuite, la logique métier, c'est tous les liens et les interactions qu'on va avoir entre ces éléments-là. Comme vérifier le stock avant de passer la commande ou calculer le prix total d'une commande. Si je résume, domaine métier, les choses du monde réel, produit, client, commande. Logique métier, comment les choses fonctionnent entre elles, comment elles fonctionnent en interaction. S'il y a un message que vous devez retenir du temps qu'on passe ensemble, c'est que le métier doit toujours être au cœur de l'application. Toujours. Et pour faire ça, le DDD nous introduit plusieurs concepts, comme le strategic design, qui permet de structurer pour aligner la technologie avec les objets métiers. Si on revient à nos high shoes, on va commencer par identifier ce qu'on appelle le core domaine. Le domaine dans lequel on évolue, et c'est le cœur de notre application. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Dans notre cas, c'est la vente de high shoes, qu'on va représenter dans un cercle. Ensuite, on va essayer d'identifier les sous-domaines. C'est des parties de ce domaine-là. Bon, il y en a plein, j'aurais pu en choisir plein, mais j'ai choisi de vous parler du domaine de commande, facturation et livraison. Ici, j'ai pris des domaines qui correspondent à des services, plus ou moins, mais dans la réalité, on préférera prendre des domaines qui correspondent à des fonctionnalités techniques. Là, c'est pour simplifier l'exemple. Et encore une fois, le système qui doit représenter le domaine réel qu'on va essayer de résoudre. Une fois qu'on a nos domaines, on va essayer de comprendre quels sont les éléments clés de notre domaine. Par exemple, si on a nos 3 domaines, commande, livraison, facturation, et si on zoome sur facturation, on pourrait imaginer qu'on ait un concept de facture. Ce sera le document qu'on va éditer. Paiement, toutes les informations de paiement. Statut du paiement, en attente, rejeté, réglé, passé. Et quand on va faire cet exercice-là, on va peut-être remarquer qu'on a certains éléments comme les clients qui vont apparaître dans différents domaines. La difficulté, c'est qu'en plus, ces clients-là vont peut-être pas être appelés de la même façon en fonction du domaine et du contexte. Pourquoi ? Parce qu'en fonction du domaine, cette personne-là ou ce concept-là ne va pas avoir le même rôle. Par exemple, dans le domaine de facturation, on pourrait appeler la personne qui passe la commande et donc qui génère une facturation l'acheteur. Alors que dans le service de livraison, on l'appellera plutôt destinataire. Sachant qu'en plus, le destinataire, ce n'est pas forcément la même personne que le client. Ça, c'est ce qu'on a. En fait, définir un langage qui est propre à chaque domaine, c'est ce qu'on appelle l'ambiguous language ou la langue omniprésente. C'est un principe en DDD qui explique qu'on n'a pas besoin de mettre toute l'entreprise d'accord sur le langage qu'on va utiliser. On va simplement essayer de mettre les personnes qui correspondent à un contexte d'accord sur un même vocabulaire. Ça va nous permettre d'être sûr qu'on parle toujours de la même chose avec le même mot. À chaque fois qu'on en parle, et justement de parler la même langue que nos managers, que nos experts métiers et que les développeurs. Les concepts qu'on vient de voir, strategic design et les contextes, enfin les key parts of domains, et l'ambiguous language, c'est un exercice qui doit se faire en équipe. Parce que si on a nos experts techniques d'un côté, nos ingénieurs qui font ça dans leur coin, ça va être très compliqué de refléter la réalité de nos experts métiers. Donc c'est quelque chose qui doit se faire en équipe et de façon itérative.
Je vous disais que dans nos domaines, on pouvait avoir un même mot, enfin différents mots pour désigner un même concept. Le DDD gère ça avec ce qu'on appelle le bounded context, qui va nous permettre de définir des frontières claires sur nos contextes. Voilà, ça ressemble à ça. L'idée, c'est qu'entre chaque domaine, on va avoir différents modèles et différents concepts qui vont être intégrés dans un même contexte. Le bounded context, c'est juste délimiter les frontières et délimiter à qui appartient le modèle en termes de domaine. Le bounded context, ça nous permet d'avoir une isolation conceptuelle. C'est-à-dire que chaque domaine a son propre modèle qui lui est propre et il va interagir avec son domaine à lui. C'est lui qui le définit. Ça nous permet d'avoir une indépendance par rapport à nos autres contextes. Ce qui nous permet d'avoir une clarté des responsabilités. Chaque domaine est responsable de sa propre donnée. Pour créer des liens entre nos différents domaines, on a découpé, on en a 3, on a commande, livraison, facturation. On va créer ce qu'on appelle la ou en français, carte de contexte. Ça va nous permettre de tracer toutes les interactions qu'on a entre nos domaines. L'idée, c'est de venir définir comment est-ce que nos domaines communiquent, avec qui et de quelle manière. Donc par exemple, si j'ai un client qui passe une commande, il va arriver par le service de commande. Peut-être que le service de commande va vouloir dire à la service de facturation « Hey, j'ai reçu une commande, tu peux m'éditer une facture ?» La facturation, une fois que la facture est payée. « Salut livraison, est-ce que tu peux envoyer ma livraison ?» Enfin mon colis. Et puis peut-être que le service de livraison va avoir envie de dire à la commande que le colis a été livré. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le context mapping et c'est ce qui va nous permettre de définir quels sont les liens entre nos différents contextes. Les points à retenir, surtout pour les managers et les développeurs d'ailleurs. Le domaine Driven Design, ça favorise une collaboration forte entre les métiers et les développeurs, donc experts métiers et experts développeurs. Ça améliore la communication grâce à un langage commun, langue omniprésente. Et surtout, ça nous permet de créer des systèmes alignés avec les besoins réels de l'entreprise. Je vais le marteler, mais l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne l'entreprise, parce que c'est ce qui va nous permettre de créer une application solide. Domaine Driven Design, comprendre ce que l'entreprise fait et comment elle le fait. Ce qui nous amène à la fin de ce chapitre et surtout au fait que je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Chloé Guilbeault et je suis freelance. Je fais de la conception développement en full stack, la chefferie de projet. Je propose aussi des formations en architecture logicielle. Je suis également membre des Duchesses France. Duchesses France, c'est une communauté de femmes ingénieures métiers scientifiques. Et puis je suis également cofondatrice du collectif iWeb. Chez iWeb, on fait du marketing digital. On est essentiellement une équipe de femmes et on travaille beaucoup pour des femmes qui se lancent à leur compte ou qui créent leur activité. Voilà. Comment ça se passe dans le code? Théoriquement en tout cas. L'architecture hexagonale, c'est notre chapitre suivant. Si vous êtes intéressé un petit peu à l'architecture logicielle de façon générale, vous avez sûrement entendu parler de l'architecture 3 tiers. L'architecture 3 tiers, c'est 3 couches. La première, c'est la couche de présentation. C'est là où l'utilisateur va arriver et c'est avec cette couche-là que l'utilisateur va interagir. C'est là qu'on va présenter nos données puis qu'on va présenter toutes les fonctionnalités qu'on a développées. Ensuite, on a la couche logique. La couche logique, c'est la couche où on retrouve l'intelligence et la machine pensante en fait, de notre application. Et enfin, la couche de persistance de données. C'est là qu'on va persister la donnée, qu'on va la récupérer et qu'on va la restituer. Le problème en architecture 3 tiers, c'est qu'on va créer des classes abstraites pour pouvoir éviter les injections de dépendance. Enfin, en tout cas, pour éviter les dépendances. Et surtout, on va créer des injections de dépendance. Le problème avec ça, c'est que c'est très compliqué de créer du découplage entre nos différentes couches. Et très facilement, on va se retrouver avec des éléments de la logique applicative qui vont déborder sur la couche de présentation. On va se retrouver avec des règles métiers dans l'interface. Et ça, c'est très problématique. Et donc, c'est ce que nous propose de résoudre l'architecture hexagonale. L'archi hexagonale, ça se représente comme ça. On met le domaine au centre. L'idée, c'est qu'on va venir isoler le cœur de notre métier, et la logique de notre métier, au cœur de l'hexagone. Ce concept-là, il nous vient de ce monsieur, Astrid Cockburn, qui a remarqué qu'il y a peu de différence pour une application quand elle interagit avec le monde extérieur, que ce soit du côté API ou du côté base de données. Il a remarqué que ça suivait des patterns récurrents,
Donc Alistair Cockburn, il a remarqué qu'il y avait peu de différence entre comment une application interagit du côté API et du côté base de données. Il a conceptualisé le modèle port adaptateur. Et c'est sur ça que se base l'architecture hexagonale, en partie. En archi-hexa, on a deux couches. On a la couche au cœur de l'application qui s'appelle le domaine, et on a la couche extérieure, l'infra. Ça va nous permettre d'avoir une isolation forte entre le domaine, donc le métier, la logique métier, la machine pensante, et puis toutes les contraintes techniques. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une maintenabilité importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que le domaine ne doit jamais dépendre de l'infrastructure. Par contre, l'infrastructure peut dépendre du domaine. Le domaine ne doit jamais dépendre de l'infra, parce que si on a ça, on a un couplage à la technique, et c'est ce qui va verrouiller notre maintenabilité. Sur notre archi-hexa, on a aussi deux côtés. On a deux couches et deux côtés. On a le côté input et le côté output. Dans le cas où un client passerait une commande dans notre boutique en ligne, la commande va arriver du côté gauche et elle va sortir du côté droit en termes d'exécution. L'exécution va se faire de gauche à droite comme le sens de la lecture. Donc on va avoir un côté où les données vont entrer et un côté où les données vont sortir, donc c'est l'input et l'output. On appelle aussi ça le driver side et le driven side, puisque c'est le driver side qui va venir déclencher le comportement dans notre domaine. Donc on a deux couches, domaine, infra, et deux côtés, input, output, ou driver side, driven side, c'est la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme notre domaine il est isolé de l'infra, notre domaine il s'en fiche en fait s'il va écrire dans une base de données, dans un système de messagerie, ou même dans une mémoire instantanée. Lui, tout ce qu'il veut savoir, c'est qu'il soit capable d'écrire et de lire. C'est tout ce qui l'intéresse. Ce qui se passe après, il n'en a rien à faire. Donc notre domaine, il va définir ce qu'on appelle un port. Un port, concrètement, dans la technique, c'est une interface. Et l'interface, ça va dire, moi je suis un domaine, je permets de passer des commandes et j'ai besoin d'écrire et de lire. En face du port, on va brancher un adaptateur. L'adaptateur, c'est lui qui va venir transformer la donnée, il va récupérer la donnée métier pour la transformer et qu'elle soit implémentable en base de données ou intégrable en base de données. Et c'est lui qui va se brancher sur notre port. Le port définit l'interface ou le contrat et l'adaptateur vient remplir ce contrat-là. En fait, c'est un peu comme avec votre ordinateur, quand il fonctionne. Ça fonctionne comme un système USB. Sur votre ordinateur, vous avez un port et ce port va venir définir une interface. Il définit comment est-ce que les périphériques annexes doivent communiquer avec lui pour transférer de la donnée ou pour réaliser des actions. Mais en vrai, notre port, il s'en fiche de si on branche une clé USB, un clavier ou une souris. En face, l'implémentation concrète, clé USB, souris ou clavier, il faut venir se brancher à notre port USB. Et ça va être l'implémentation concrète. C'est elle qui va réaliser l'action. Et sa seule contrainte, c'est de remplir le contrat qui a été défini par le port, donc avoir un port USB et d'être compatible. Donc si on résume, on a un port qui définit un contrat et qui définit comment on communique avec le domaine, et puis en face, on a un adaptateur qui vient remplir cette fonctionnalité-là. Ce qui est chouette avec ce système-là, c'est que quand on a un port en entrée, en fait, on peut mettre n'importe quel adaptateur en sortie, du moment qu'il remplit le contrat. Vraiment n'importe lequel. Et ça nous permet d'avoir un découplage fort à la persistance. Le domaine, lui, ne doit jamais être au courant de ce qui se passe en base de données. Si jamais dans notre logique métier ou dans le cœur de notre application, on a une logique qui nous permet de comprendre comment la base de données a été implémentée, on va au-devant d'énormes problèmes. Parce que ça veut dire que si on change notre adaptateur, eh bien, il faudra changer tout le code métier. Et c'est justement ce qu'on est en train d'essayer d'éviter. On est en train d'essayer d'éviter le verrouillage de la maintenabilité. Et en fait, on va retrouver la même chose du côté de l'entrée. On va aussi définir un port, et en face, on va avoir un adaptateur. Ce qui fait que notre domaine, notre machine pensante, la logique métier, où on va retrouver d'ailleurs le langage omniprésent, celui qui a été défini par l'entreprise au sein d'un même domaine, il va être isolé des contraintes techniques à droite et à gauche, en entrée et en sortie. On a un module qui est vraiment indépendant et qui va contenir les règles et la logique métier. S'il y a des Sheldon dans la salle, qui se demandent depuis le début, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'un hexagone en architecture ? Eh bien, je n'ai pas trouvé de réponse claire à cette question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une forme vachement chouette
pour représenter un tas d'entrées et un tas de sorties. Et a priori, c'est pour ça que cette forme-là a été choisie. Bon, ça nous amène à la fin de notre deuxième chapitre. Troisième chapitre, comment ça se passe dans le code? Parce que c'est cool, on a plein de concepts, on n'a toujours pas vu de ligne de code. Et c'est là qu'il y a eu le petit disclaimer. Ne cherchez pas à lire tout le code parce qu'il y en a beaucoup trop. Concentrez-vous vraiment sur les parties qui sont en couleur. Je suis concepteur-développeur. Je ne sais pas combien sont concepteurs-développeurs, mais quand on maîtrise la programmation orientée objet, notre réflexe, c'est de commencer à créer des entités. Donc j'ai un besoin, je dois créer une boutique pour vendre des high shoes. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'un client. Hop, j'ai besoin d'un concept de commande. Puis tiens, j'ai besoin d'un concept de high shoes. Ça, c'est chouette parce qu'au début, on va avoir un pic de performance important. On va vite produire de la valeur. Et très vite, on va se retrouver bloqué. Et quand on va vouloir nous donner des nouvelles fonctionnalités, on va un peu tirer la tête. Et on va commencer à essayer de tordre la donnée pour qu'elle s'adapte aux nouveaux besoins qu'on vient de nous exprimer. La vraie raison derrière ça, c'est qu'on a commencé à créer la technique avant de comprendre le métier. Donc on est en train d'essayer de contraindre le métier à rentrer dans la technique. Alors que tout le but du DDD et de l'archi-hexa, c'est d'éviter ça, c'est de créer de la technique autour du métier. Donc ça, on oublie, s'il vous plaît. On en revient toujours au même. Prendre en compte la dimension business et comportementale de ce qu'on vous demande. L'idée, c'est d'abord de comprendre quels sont les comportements que je vais assigner à mon système avant de se lancer dans le code. Et pour ça, le DDD a tout prévu. C'est les use cases. L'idée, c'est d'abord de comprendre quels sont les cas d'utilisation que notre système va avoir et quels sont les comportements qu'on veut lui assigner avant de se jeter dans le code. Donc le use case permet de décrire les actions qui apportent de la valeur aux utilisateurs. Petite astuce, ne créez jamais de code qui n'est pas en relation directement avec un use case. Parce que si on fait ça, on est en train de créer du code au cas où. Si on crée du code au cas où, alors qu'on nous a demandé un vélo, on est en train de créer une fusée. La fusée, c'est vachement chouette parce que ça fait plein de trucs et tout, et c'est trop bien parce que ça fait plein de choses, ça permet d'aller dans l'espace, mais ça coûte super cher à maintenir et aussi à créer. Donc l'idée, c'est de toujours créer du code qui est en lien avec un use case. Donc cette slide-là, elle fait un peu peur. En vrai, ça va aller. En domaine driven design, on aborde plein de concepts qui sont très propres à la technique. Et là, j'ai décidé de vous en présenter une petite sélection qui vont nous permettre de passer au code grâce au concept du domaine driven design. Le premier concept, c'est les value objects. Les value objects, ils ont une égalité de valeur, pas de cycle de vie, et ils sont immutables. Par exemple, si on a deux couleurs roses, et qu'on décide de les représenter en RGB, donc rouge, bleu et vert, on va définir une couleur par valeur. Si je vous demande est-ce que ces deux couleurs-là sont égales, la réponse est oui. En DDD, chaque objet est responsable et doit garantir l'intégrité de sa donnée. Donc normalement, notre value object devrait vérifier que quand je crée un value object de type couleur, le bleu est toujours supérieur à 0. Parce qu'en RGB, ça n'a pas de sens d'avoir un bleu qui est inférieur à 0. Donc chaque type d'objet est garant de l'intégrité de la donnée qu'il contient. Et en disant qu'il est garant de l'intégrité de la donnée, je suis aussi en train de vous dire que cette intégrité-là, elle dépend de la logique métier. D'un point de vue métier et d'un point de vue expert, une couleur ne doit pas avoir de valeur RGB inférieure à 0. Donc c'est ça que chaque objet qui va venir vérifier ça. On va retrouver la même chose dans les entités. Une entité, à la différence du value object, elle a une égalité sur l'identité. Donc elle a un cycle de vie, elle est mutable, on peut changer les données. Si par exemple on a deux clients, qui s'appelleraient aussi Sheldon Cooper, tous les deux, et que je vous demande est-ce que c'est la même personne, la réponse est non. C'est non parce qu'on peut avoir deux personnes qui portent le même nom et prénom sans être la même personne. Et donc souvent, on va associer un identifiant unique à nos entités. Si on en revient au iShoes, et qu'on veut créer une entité iShoes, le code pourrait ressembler à ça. Notre iShoes, elle a 4 attributs. Et ce que je vais vous montrer, c'est surtout ici, où en fait, dans le constructeur, on va venir vérifier que la donnée qui a été fournie en taille de chaussure, elle est conforme. Ça, c'est une règle métier.
C'est notre métier qui a décidé qu'il fallait faire une vérification sur la taille de la chaussure et qu'une taille de chaussure conforme, ça pourrait être par exemple une pointure complète ou une demi-pointure. Mais ça appartient au métier. C'est notre entité qui va être garante de l'intégrité de la donnée. Ça va nous éviter d'avoir des données absolument absurdes dans notre système. Et puis dans le cas contraire, on lance une exception qui évidemment est aussi définie par nous et qui doit être conforme au métier. L'autre notion, c'est aggregate root. L'agrégat, c'est sympa parce que ça nous permet de rassembler des entités et des value objects. En fait, on va venir les rassembler dans une même entité. Là, par exemple, commande, on va retrouver notre client, la localisation où on doit envoyer la commande et les issues. Et l'idée, c'est que notre agrégat va être la porte d'entrée pour pouvoir transformer la donnée qui est à l'intérieur. Ça permet que l'agrégat soit garant, encore une fois, de l'intégrité de la donnée qui lui contient. Et c'est un super avantage parce qu'on peut persister un agrégat comme ça, en base de données telle qu'elle. Et concrètement, c'est notre port qui va prendre l'agrégat. Donc l'agrégat, c'est un objet métier. Il va la transmettre à l'adaptateur. L'adaptateur est au courant de ce qui se passe dans le domaine puisque l'infrastructure peut dépendre du domaine et non pas l'inverse. Il va récupérer la commande et il va la transformer pour qu'elle puisse être intégrable en base de données. Et c'est ici qu'il faut faire attention, que seul l'adaptateur doit être au courant de ce qui se passe en base et pas l'inverse. Quatrième notion, c'est presque fini, le service d'application. Si on en revient à notre domaine, au milieu du domaine, il y a plusieurs écoles, mais j'ai quand même décidé de vous la représenter comme ça. On a notre domaine qui est représenté dans un hexagone, et au cœur de notre domaine, on va avoir le modèle. Dedans, on va retrouver nos objets, nos value objects, et puis nos agrégats. Et puis autour, on va avoir besoin d'avoir des fonctionnalités ou des logiques métiers qui vont impliquer plusieurs éléments de notre modèle, mais sans pourtant dépendre du modèle, donc sans être intégrable dans le modèle. Et ça, c'est ce qu'on appelle les services d'application. Par exemple, on pourrait imaginer un service qui nous permet de calculer une remise si notre client est loyal, s'il est fidèle. Et du coup, ça va ressembler à ça. Souvent, les services, ils n'ont aucun état, ils n'ont pas d'attribut, ils exécutent juste des actions sur nos données modèles. Je vous parlais des use cases tout à l'heure. En fait, il existe deux types de use cases. Il existe deux types de use cases, commande et query. La query, elle permet de récupérer une information et de la transmettre à notre client ou à notre utilisateur pour prendre une décision. L'objectif, c'est juste de récupérer la donnée, l'afficher, enfin pas de l'afficher d'ailleurs, de la récupérer pour permettre une prise de décision. Et ensuite, l'utilisateur va exprimer une intention qu'on va appeler commande. Ça, c'est aussi un pattern, ça s'appelle le pattern command query. Basiquement, une commande, c'est juste un DTO. L'objectif, c'est que notre DTO il contienne toutes les informations dont il y a besoin pour réaliser l'intention utilisateur. Et puis c'est tout. Donc on a l'identifiant du client, la référence à issues, dans le cas par exemple où on voudrait enregistrer une commande. En face de nos commandes, on va mettre ce qu'on appelle des handlers qui vont nous permettre d'orchestrer le métier. La commande, elle va passer par le handler et le handler, il va faire appel à un repository. Le repository, à son tour, va persister en base de données. L'intérêt d'avoir un repository ici, d'avoir une couche supplémentaire, c'est qu'encore une fois, on crée un découplage avec la technique. Concrètement, un repository ici, c'est une interface et c'est un port. Normalement, j'aurais dû représenter ici notre adaptateur qui va nous permettre d'écrire en base de données. Mais concrètement, un repository, c'est un port qui permet la persistance, ou d'autres choses d'ailleurs. Si on en revient à la représentation hexagone, on a notre port ici, c'est une interface. Donc par exemple, si j'ai un issues repository qui me permet de récupérer une chaussure en base de données, ben en fait, ça va juste être une petite interface qui va définir la méthode qui va devoir être implémentée par l'adaptateur, qui va se brancher en face, parce que l'adaptateur, c'est l'implémentation concrète de notre repository, du port. Donc on a l'adaptateur. Ici, pour simplifier l'exemple, j'ai décidé qu'on écrirait en base de données, donc c'est pour ça qu'il s'appelle in-memory issues repository. Et en gros, il va ressembler à ça. Notre in-memory issues repository, implémente le issues repository, donc le port. Et ça, c'est l'implémentation concrète de notre port. Et en entrée, on va retrouver notre use case. Donc là, par exemple, si on décide que notre utilisateur a l'intention d'enregistrer une commande, notre use case, le port ici, il va récupérer une commande, et puis il va la traiter. Donc le register order use case, il va avoir une méthode handler
Tout à l'heure, je vous disais que c'était un handler. Et c'est lui qui va réaliser du coup toutes les actions métiers qui sont liées à la commande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisateur il exprime une commande, on récupère un DTO. Le DTO il est envoyé au handler. Ici, on l'a appelé use case, mais on aurait aussi pu l'appeler handler. Et c'est le use case qui va handler la commande à partir des informations qu'on retrouve dans la commande, et il va réaliser toutes les actions liées au métier. Et puis en face du port, toujours un adaptateur. Souvent les adaptateurs, on aime bien les appeler des contrôleurs, parce que c'est aussi le vocabulaire qu'on retrouve du côté interface utilisateur. Et puis le contrôleur, il ressemble à ça. Il récupère notre port ici, Register Order Use Case, et puis il appelle le handler. Il passe la commande, donc le DTO, qui contient toutes les informations pour réaliser l'intention de l'utilisateur, et puis après, il déroule. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une petite exception qui se promène. En fait, ce qui se passe en architecture hexagonale et en DDD, et d'ailleurs c'est l'avantage de ces architectures et de ces design patterns-là, c'est que quand notre utilisateur va exprimer une intention, ça va passer par le contrôleur, puis par le handler, puis par le repository, et puis par l'adaptateur. Le in-memory, il va nous retourner une issues, donc un concept métier. Et là, si j'ai une exception, par exemple si on n'a pas trouvé la chaussure, l'exception elle va remonter à travers le repo, à travers le handler, à travers le contrôleur, et attention, l'exception elle remonte jamais au niveau de l'utilisateur. Enfin, en tout cas, ça dépend du contrôleur, de ce qu'il va décider. Mais l'idée, c'est que chaque couche a sa propre responsabilité. Donc quand le contrôleur renvoie l'erreur, il ne va pas renvoyer une erreur métier, contrairement à ce qui se passe avant. Le repo, il renvoie une erreur métier, le handler aussi. Le contrôleur, il la transforme en erreur utilisateur. Et l'idée, c'est ça, c'est que tout ce qu'on a autour va toujours récupérer de la donnée métier, et en fait, c'est sa responsabilité après de la transformer. En tout cas, notre métier, il renvoie que du métier, y compris dans les exceptions. Si on en revient à nos petits hexagones, je vous parlais de l'hexagone commande tout à l'heure. La question, c'est est-ce qu'on peut imaginer brancher la sortie d'un hexagone sur l'entrée d'un autre hexagone ? La réponse est oui. On peut très bien imaginer brancher un hexagone commande sur un hexagone facturation, où la sortie de la commande va aller dans la facturation. Et pareil pour la livraison. Et en fait, on peut faire ça un tas de fois. Et on finit avec un maillage. Souvent, ce maillage-là, il est comparé au nid des abeilles. Si vous lisez un peu là-dessus. Par contre, pour réaliser ça, on a besoin de maîtriser ce qu'on appelle les domain events. Et ça, je pense que ça sera pour une autre fois. En attendant, les idées clés qu'on doit retenir. D'abord, pour les profils managers. Si on a un produit techniquement robuste, on évolue plus rapidement, on perd moins de temps sur les bugs, parce qu'on a quelque chose qui est testable. Grâce au DDD, on a une communication simplifiée, puisqu'on parle tous la même langue. Vous êtes enfin compris par vos devs, et vos devs vous comprennent, et en plus, ils comprennent le métier, donc ils sont capables de l'intégrer. Et en plus de ça, comme ils sont capables de comprendre les use cases, ils sont capables d'adapter leur modèle aux nouvelles fonctionnalités. On a un produit qui est aligné, qui est évolutif. Comme il est fidèle aux besoins métiers, on peut évoluer facilement. Pour les développeurs, retenez que le domaine Driven Design, c'est toujours commencer par bien comprendre le métier, ce qui va nous permettre d'avoir un code maintenable, testable, évolutif, et qui reflète le métier. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est d'abord de comprendre le métier avant de se lancer dans le code. On a aussi moins de charge mentale, merci, puisqu'on a une application plus simple à maintenir, et c'est plus facile d'intégrer des nouveaux besoins, puisque tout a déjà été pensé comme ça. Notre testabilité, elle est renforcée. Comme chaque élément, donc que ce soit le domaine, l'infra, chaque couche, nos adaptateurs et nos ports, ils sont tous indépendants, c'est très facile de tester. Et le modèle aussi est très facile à tester. Donc on peut carrément tester le modèle pour être sûr qu'il est conforme à la logique métier qu'on cherche à appliquer. On a une meilleure compréhension aussi du métier. Et puis on a aussi abordé beaucoup de concepts techniques. Architecture hexagonale, port adaptateur, command query, value object, entity, aggregate. Ça fait beaucoup de choses. J'arrive à la fin et je vous invite vraiment à sortir vos téléphones parce que ça va aller très vite. Il y a beaucoup de QR codes à scanner. Et le tout premier, c'est les petits cadeaux que je vous ai réservés. Il y en a deux en fait. Il y a une cheat sheet où vous allez retrouver tous les concepts qu'on a abordés avec des petits résumés et des exemples concrets.
y compris sur le côté DDD, architecture hexagonale et aussi dans l'implémentation concrète. Quand vous allez arriver sur la page, vous allez avoir un petit formulaire à remplir. Je vais vous demander adresse, mail et nom et prénom. Ça, c'est pour que je puisse tout vous envoyer, les 2 cadeaux, les ressources, et puis que vous ayez tout au même endroit. Et vous inquiétez pas, à la fin, il y a un énorme bouton pour se désabonner. Par contre, si vous souhaitez rester abonné, sachez que je travaille sur un projet, je ne sais pas encore quoi, mais j'aimerais pouvoir vulgariser des concepts d'architecture hexagonale poussés comme ça, parce que je suis assez convaincue que c'est un atout, surtout quand on est une femme et qu'on évolue dans la tech. Voilà, j'en parlerai peut-être, en tout cas si vous êtes dans la liste. Cette conférence, ça m'a demandé énormément de préparation et beaucoup de temps. Et si vous souhaitez me remercier, moi, je suis très friand des avis parce que ça me permet de progresser et d'évoluer, surtout pour les prochaines fois où je serai peut-être amenée à la présenter. Donc merci d'avance. Et enfin, je voudrais en profiter pour remercier Who Runs the Tech et Mélissa Cotin pour tout le travail qu'elle fait pour que des profils féminins puissent prendre la parole. Et je voudrais aussi remercier mes amis qui m'ont entendu répéter pendant des heures. Ils sauront se reconnaître. Et puis, bien évidemment, de nouvelles oratrices qui nous ont coachés. Voilà. Et enfin, vous, pour votre attention. Merci. Tu veux prendre des questions ? S'il y a un peu de temps, ouais. Je veux bien. Alors, vu qu'on a un petit peu débordé au début, on a un petit peu de rap si jamais vous avez des questions. Oui, non. Vous avez faim ? Ok, je pense que bon. Ah, si, non. Ah. Bonjour, moi je suis plus en R&D, donc je regarde ça un peu de loin, mais j'aime bien tout ça. Ça, c'est la théorie, et en pratique, du coup, à quel point c'est applicable et quels problèmes tu rencontres pour le mettre en pratique ? Et quel problème on rencontre en fait dans la pratique, c'est ça ? Comment ça se passe ? Évidemment, c'est plus facile d'implémenter ça quand on arrive sur un système qui est neuf, où on n'a rien et qu'on part de zéro. Dans la pratique, les contraintes qu'on va avoir, c'est que quand on commence à avoir plein d'hexagones, c'est quand même plus difficile à déployer que si on a plein de petits, enfin si on a un gros Docker en fait. Et puis quand on a des hexagones qui communiquent ensemble comme ça, souvent on a tendance à... Donc soit on fait du domain event, où on va venir créer des événements qui sont dispatchés dans le domaine et puis les hexagones vont écouter. Mais souvent on a quand même tendance à utiliser des API. Et là du coup la contrainte c'est qu'on va avoir une latence importante. Donc, du coup c'est toujours l'équilibre à trouver entre quel est le besoin, l'intérêt que ça apporte. Et puis comment est-ce que... Enfin, voilà, quel est le contexte dans lequel on souhaite l'appliquer. Et du coup est-ce que c'est pertinent ou pas. Après, pour avoir travaillé sur des applications très anciennes et avec des architectures en spaghetti, et avoir essayé d'implémenter ça, très honnêtement, ça prend beaucoup de temps. Mais par contre, on gagne beaucoup de confort. Nous, en tant que développeurs, on est aussi capable d'évoluer vers les nouveaux besoins, parce que tout est pensé, en fait. Comme on a un découplage, encore une fois, on peut tout tester. Donc, en fait, on est très bon sur la qualité du code qu'on produit. Donc, il y a toujours un temps de transformation. Mais en vrai, quand c'est bien fait, c'est hyper confortable. Okay. Ça répond à la question ? Ouais, merci beaucoup. C'est bon ? Ok, je pense qu'on peut la remercier encore une fois.